Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre et bienvenue dans Dites-moi tout docteur, votre émission de santé qui vous parvient tous les dimanches à partir de 14 heures. La Covid a touché tous les secteurs, la santé encore plus mieux. Les porteurs de VIH-Sida sont vulnérables en cette période de crise sanitaire car nombreux d'entre eux ne respectent pas des rendez-vous médicaux. De surcroît, fréquentent de moins en moins des centres de santé. Et quant à la prise en charge effective, elle subit un chamboulement total. Quel est l'impact du Covid-19 sur le VIH-Sida? Qu'est-ce que les acteurs envisagent pour freiner la propagation de la maladie en cette période de crise sanitaire? Docteur Youssouf Koïta, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida, et Dr Christine Bimancha, coordinatrice du MSF, Médecins sans frontières, sont donc nos deux spécialistes pour nous relater l'effort fourni au niveau des programmes ainsi que des partenaires et techniques et financiers depuis l'apparition de cette maladie en Guinée. Mesdames et messieurs, pour en savoir davantage, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue à tous. Sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment l'impact du Covid-19 sur le VIH-Sida. Pour nous joindre, vous pouvez appeler au 620 58 90 73. D'ici là, laissons-nous poser quelques questions à nos invités respectifs et nous revenons à vous juste après. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons sur ce plateau Dr Koïta, coordonnateur du PNLS, Programme national de lutte contre le VIH-Sida, Dr Christine Bimancha, coordinatrice du projet MSF, Médecins sans frontières, projet Guinée VIH-Sida. Encore une fois, Dr Koïta, Dr Christine, merci de répondre à nos invitations. Notre première question va porter, c'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Docteur, vous êtes un habitué de cette émission, n'est-ce pas? Alors, docteur, vous êtes la coordinatrice de Médecins sans frontières. Parlez-nous un tout petit peu de votre institution. Merci beaucoup. Médecins sans frontières est une organisation humanitaire internationale qui a été créée en 1971 et qui travaille dans plus de 70 pays à travers le monde. Et nous portons assistance à la population en détresse, toutes les victimes des catastrophes naturelles, armées, non armées, en respectant la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Donc nous sommes en Guinée depuis 1984 et notre projet VIH a vu le jour en 2003 pour une prise en charge complète des personnes vivant avec le VIH. Nous avons aussi un autre projet au niveau de Kouroussa où nous assurons la prise en charge gratuite nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans ainsi qu'une prise en charge du paludisme. Nous avons aussi un autre volet, projet si on peut dire, qui répond aux urgences dans tout le pays. On l'a fait pendant Ebola, pendant le Covid, et nous répondons aussi aux épidémies telles que la rougeole dans la capitale ou dans tout le pays. Et nous avons une coordination qui chapeaute un peu tous les projets, qui est localisée ici à Conakry. D'accord. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, faites-nous un résumé succinct des domaines phares dans lesquels votre structure intervient. Oui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 2 projets courants. À Kouroussa, on est focalisé sur le paludisme et la malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans. Et dans tous nos projets, nous offrons tous les services gratuitement. Okay. Le projet existe depuis 2017 et il est communautaire, purement communautaire, avec un système de référence pour la prise en charge des cas compliqués au niveau des structures sanitaires à Kouroussa.
Ici, à Conakry, nous travaillons spécifiquement dans le domaine du VIH avec un projet spécialement pour la prise en charge psychologique et médicale des personnes vivant avec le VIH. Alors aujourd'hui, on parle du virus à couronne qui sévit dans le monde. La Guinée n'est pas un reste. Cette pandémie a bouleversé tout sur son passage et continue d'ailleurs. Alors quel est aujourd'hui l'impact de Covid sur le VIH-Sida, comme c'est un des projets phares de votre institution, Dr Christine? Les implications sont multiples. Rappelez-nous quelques... Le docteur Koïta va peut-être aussi donner plus d'informations. Je parlerai pour les structures que nous appuyons, parce qu'au niveau de Conakry, nous appuyons 8 structures sanitaires. Et il y en a seulement 8 structures à Conakry pour la prise en charge du VIH. Bien sûr, à Kouroussa, comme ce n'est pas le VIH, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Tout à fait. Donc, dans les structures que nous appuyons, nous avons vu un ralentissement de la fréquentation des structures par les personnes vivant avec le VIH. Et pour la première fois depuis l'existence de notre projet, nous n'avons pas pu mener les activités de sensibilisation communautaire suite au Covid. Donc, nous n'avons pas pu enregistrer des nouveaux patients dans notre cohorte. Et donc, pour la première fois, nous avons une baisse du nombre de patients que nous prenons en charge. Nous avons une baisse de 129 quand même patients. Pour nous, c'est significatif parce qu'il n'y a pas eu de dépistage communautaire. Comme vous le savez, ce n'est qu'avec le dépistage qu'on peut découvrir le VIH. Et donc, cette activité n'a pas pu être menée comme il se doit. En plus de cela, dans le suivi des patients, les patients ont eu une certaine crainte du Covid, une psychose est née et s'est installée parmi nos patients et ils ne sont pas venus à leur rendez-vous comme il se doit. Donc, nous avons enregistré beaucoup de perdus de vue et des retards de rendez-vous qui, malheureusement, auront des conséquences avec le temps, puisque chaque fois qu'un patient interrompt son traitement, il y a des conséquences au long terme. D'accord. Alors justement, lorsque vous parlez de baisse de patients au niveau des centres, qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela entraîne également? Vous l'avez dit, mais j'aimerais que vous reveniez dessus. Bon, quand les patients ne viennent pas dans les structures, ça veut dire qu'on ne les accompagne pas. Ça veut dire que la prise en charge n'est pas faite. Ça veut dire que le suivi biologique n'est pas fait. Donc nous avons un volet psychosocial dont bénéficient tous les patients pour un accompagnement, être sûr qu'ils sont adhérents au traitement. Malheureusement, s'ils ne viennent pas dans les structures, déjà ce volet n'a pas été fait. Beaucoup de patients se sont peut-être découragés parce que, vous savez, le traitement antirétroviral contre le VIH, c'est un traitement à vie et il faut un accompagnement spécifique pour ces patients. Ça, c'est de 1. De 2, ils ne sont pas venus parce qu'il y avait un problème de transport, mais aussi parce qu'il y a eu à un moment une réduction du personnel dans les structures. Donc, ils n'ont pas eu leurs médicaments comme il se devait, quoique les médicaments pouvaient être disponibles. Il y a eu d'autres contraintes qui ont fait que les patients ne se soient pas présentés dans les structures. Donc, interruption du traitement, ça veut dire que la charge virale des patients, donc la quantité du virus dans le sang augmente et il y a des risques de résistance et beaucoup plus de risques de transmission de la maladie. Et aussi, les patients qui n'ont pas pu venir suivre leur traitement comme il se doit, ils se sont retrouvés dans un stade avancé de la maladie. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment difficile à soigner. Donc, ça veut dire risque de mortalité plus élevé. Très bien. Alors, nous allons nous tourner vers notre patron, le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, les regards sont portés, docteur
Koïta sur vous, sur votre programme, sur la disponibilité également des ARV, comme elle a dit tout à l'heure, et d'autres intrants. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ou des conséquences à ce niveau? Merci, Madame Sissoko. Je voudrais quand même un peu revenir en arrière. Vous savez, en 2014, la Guinée, avec 2 autres pays africains, ont connu l'épidémie d'Ebola. Tout à fait. Et cette épidémie est venue bouleverser tout le système de santé et qui a fait que l'opinion nationale s'est beaucoup concentrée sur l'épidémie à virus Ebola et puis avec un certain relâchement sur les autres pathologies. Exactement. Il y a eu des conséquences graves. Tout à fait. Alors, dès qu'il y a eu l'épidémie de Covid, des dispositions ont été prises immédiatement. Le ministère de la Santé, avec les partenaires qui les accompagnent, ont immédiatement réfléchi à la mise en place d'un plan de contingence pour atténuer ou diminuer l'impact de la Covid sur les différentes maladies. Pour ce qui est du VIH spécifiquement, avec les partenaires que nous avions tout autour de nous, l'OMS, l'ONU-SIDA, MSF, DREAM, l'UNEPI, tous les partenaires qui sont tout autour de nous, nous nous sommes assis, nous avons élaboré un plan de contingence pour diminuer l'impact de la Covid sur le VIH. Ce plan de contingence a été financé. C'est un plan de contingence presque à hauteur d'environ 4 milliards de francs guinéens qui a été intégralement financé pour pouvoir travailler dans la continuité des services VIH. Alors, pour ce qui est des intrants, en dehors des intrants de la charge virale sur lesquels je vais revenir, tous les intrants sont heureusement disponibles dans le pays. Tous les sites ont pu être approvisionnés dans l'espace d'approvisionnement qu'il fallait pour la continuité des services. Alors là où le problème s'est posé, c'est la venue des patients. Donc l'État a fait un effort, les partenaires ont fait un effort d'avoir la disponibilité des intrants dans les sites de prise en charge, sauf que la situation particulière de ralentissement de la circulation liée au confinement à des moments donnés a fait que certains patients n'ont pas pu se déplacer pour venir prendre leur traitement. Et pour ces cas d'espèce, c'est vraiment regrettable puisque les services continuaient. Certes, il y avait un moment donné où les prestataires étaient aussi sur d'autres fronts, mais les services, quant à eux, quand même continuaient. Donc, si on avait travaillé aussi à l'amont sur la sensibilisation des patients pour qu'ils n'abandonnent pas, pour qu'ils viennent prendre leur service, nous pensons qu'on aurait pu éviter. Mais l'impact n'est pas aussi important, parce que ce que nous avions pu faire dans le plan de contingence, c'était de renforcer une des stratégies que nous avions développées avec MSF Belgique, que nous appelons la stratégie de rendez-vous à 3 mois ou à 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous les patients, qu'ils soient nouveaux ou anciens, mais pour lesquels la charge virale est stable, nous donnons des traitements pour 3 mois à 6 mois, pour éviter les mouvements des patients vers les centres de santé. Donc tous les patients que nous avons pu toucher ont pu bénéficier de cette stratégie d'avoir un traitement de 3 mois à 6 mois, donc pour éviter qu'ils viennent vers les centres de santé. Malheureusement, ceux qui n'ont pas pu venir dans cet intervalle n'ont pas pu bénéficier. Mais nous avions aussi travaillé avec la Croix-Rouge française, avec les accompagnateurs psychosociaux que nous avions, avec les agents communautaires que nous avions, les médiateurs et médiatrices de santé, pour aller vers ces patients, les sensibiliser pour qu'ils viennent prendre leur traitement, parce que le traitement existe, parce qu'il n'est pas interrompu. Les intrants existent. Donc, cet effort aussi a été mis et qui nous a permis aussi de rattraper un certain nombre de patients qui avaient peur de se déplacer.
Par contre, pour ce qui est de la charge virale, malheureusement, nous avons eu une situation un peu déplorable du fait de l'inertie des vols commerciaux, des vols aériens. Ce sont des intrants qui viennent par vol avec des conditions très précises, précises, très spéciales, parce que c'est des intrants qui peuvent, en moins d'une heure, s'ils ne sont pas dans des conditions normales de température, ils peuvent complètement se détériorer. Décomposer, d'accord. Voilà, se détériorer. Donc, vous comprendrez que depuis, si je ne me trompe pas, je crois depuis en fin du mois d'avril, si je ne me trompe pas, les vols ont été presque interrompus, et ce n'est que, je crois, le 15 juillet que l'espace aérien de la Guinée a été ouvert. Imaginez que pendant tout ce temps, bien que des commandes étaient faites, des commandes sont placées, des intrants qui devraient arriver depuis le mois d'avril, nous n'avons malheureusement pas pu les avoir. Et les vols qui ont commencé sont des vols commerciaux de cargo, pour lesquels les avions ne sont pas bien équipés en termes de conservation. Mais nous pensons qu'au fur et à mesure que les espaces s'ouvrent, au fur et à mesure que les vols deviennent plus fréquents, ces intrants de charge virale qui étaient attendus arriveront très prochainement en Guinée pour que les patients puissent bénéficier. Pourquoi je mets l'accent sur ça, comme vient de le dire Dr Christine? Ces intrants sont importants. Il s'agit pour nous de savoir est-ce que le traitement que nous donnons aux patients va bien. C'est à partir de ces intrants qu'on peut se rassurer. Oui, ce patient qui prend ce traitement, il est en bonne santé. Parce qu'en fait, on donne le traitement antirétroviral pour éviter que non seulement le patient infecté ne fasse la maladie, mais qu'il ne contamine pas. Et quand la charge virale est indétectable dans le corps du patient, les deux avantages sont là. Il ne va pas développer de maladies opportunistes, il ne va pas non plus contaminer quelqu'un d'autre. Donc c'est à travers cette charge virale que nous pouvons nous rassurer que oui, nos traitements marchent bien et que ce patient qui a une charge virale indétectable a de fortes chances de ne pas développer une maladie et de fortes chances de ne pas contaminer. D'accord. Docteur Koïta, on va revenir un peu sur ce que vous venez de dire pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Il y a eu un moment donné confinement, fermeture des frontières. Dans Grand Conakry, par exemple, le déplacement était effectif, mais ceux de l'intérieur, est-ce que c'était le cas? Alors, il faut reconnaître que la particularité du VIH, c'est que c'est un peu difficile. Un patient dépisté à Kindia préférerait venir se soigner à Conakry. Justement, comme les frontières sont fermées, quelle a été la stratégie que vous avez mise en place pour aider à ces patients? Oui, je disais tout de suite, c'est la stratégie de rendez-vous à 3 mois et à 6 mois. Okay. Pour tous les patients que nous avons reçus dans l'intervalle, nous leur avons donné un traitement de 3 mois à 6 mois. Tous ceux qui ont été reçus dans l'intervalle. Mais imaginez que le patient qui habite... à Zéro-Corée, par exemple. Non, Zéro-Corée peut avoir son traitement. Il y a des traitements qui sont partis à Zéro-Corée et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que dans l'environnement de Conakry, un patient peut résider à Koya et venir se soigner à Conakry. Même s'il y a les intrants à Koya. Est-ce qu'il y a une explication logique à ça? Il y a une explication logique. Le sida est malheureusement une maladie stigmatisante. Tout à fait. Malheureusement. Alors que ça ne devrait pas l'être. Le malade qui a le sida, dans l'esprit, il pense qu'il est déjà rejeté. Donc, il voudrait se cacher. Il préfère aller se faire soigner ailleurs que de se faire soigner dans sa communauté. D'accord. Donc, ça nécessite un déplacement. Pour éviter le regard, peut-être. Pour éviter le regard de la communauté. De la communauté. Et c'est ça qui devient un peu difficile parce qu'il faut qu'il dépense. Même s'il a un traitement gratuit, mais le transport coûte. Tout à fait. Le jour où il n'a pas son transport, il ne quittera pas Koya pour venir Conakry. Il ne quittera pas Kinda pour venir Conakry. Alors, c'est pourquoi nous avons essayé de décentraliser le traitement. Quand vous verrez, au début de MSF Belgique, tous les traitements étaient à Matam. Mais nous avons fait de manière à décentraliser les traitements, envoyer les traitements vers les autres communes de la ville de Conakry. Pour que le patient qui se trouve à Kissoso ou bien
à Kabelin ne se déplace pas jusqu'à Matam, que quelque part aux environs de Ratoma, qu'ils puissent se faire traiter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, comme je l'ai dit, les patients ont cet esprit d'abord de refuser le regard, de fuir le regard des autres. Donc, ils préfèrent se déplacer pour aller vers... On a connu des patients qui quittaient tous les mois à Boké pour venir à Conakry pour se faire soigner, alors que le traitement existe à Boké. Mais ils préfèrent venir ici. Évidemment, il y a un effort à faire vers les prescripteurs, vers nous-mêmes, pour que nous soyons les premiers à sauvegarder l'intégrité de ce patient. Parce que c'est de là que les patients ont peur pour dire qu'il ne faut pas que, dès que je sorte d'ici, qu'on ne me pointe de doigt que ceci, je suis VIH, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est un effet que nous connaissons de plus en plus. Donc, dans ce cas de Covid, les patients, à un moment donné, qui ne sont pas dans Grand Conakry, ne pouvaient pas venir pour prendre leur traitement. Parce que nous, ils ne sont même pas inventoriés dans nos registres comme étant à Koya, malheureusement. Ils ne sont pas inventoriés. Et quand ils viennent à Matam ou bien à Matoto, ou bien dans un centre de Conakry, on dit où tu habites, ils donnent un quartier de Conakry. Il ne dit pas je viens de Koya, alors qu'il vient de Koya. Alors, quand il s'agit de se déplacer et que nous soyons dans cette difficulté, il ne peut plus se déplacer de Koya pour venir. Alors, on va croire que c'est un patient qui est à Matoto qui n'est pas venu prendre le traitement, alors qu'il n'est pas à Matoto réellement. Il est à Koya. D'accord. Donc, voilà, quand on met tout ceci ensemble, nous voyons carrément qu'il y a eu un certain nombre de patients. On va tout à l'heure parler de cette prise en charge qui a été un peu bouleversée. Mais docteur, avant de poser cette question, vous avez parlé un peu des perdus qui venaient plus. Est-ce que vous avez mis en place quelques possibilités pour renouer le contact avec ceux-ci? Oui. Pendant la période Covid, justement, nous sommes alignés au plan de contingence nationale. D'accord. Donc, nous avions déjà le système d'espacement de rendez-vous, comme l'a dit le docteur Koïta, avec le rendez-vous à 6 mois. De 3 à 6 mois. À 3 mois. Et nous avions lancé le rendez-vous à 2 mois pour les personnes vivant avec le VIH qui étaient déjà sur la 2e ligne. En plus de cela, nous avons un système de recherche active. Nous utilisons les appels téléphoniques pour savoir ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas venus prendre leur traitement. Donc nous suivons et les retards de rendez-vous et les perdus de vue, donc avec les appels téléphoniques. Mais Cela marchait? Oui, quand même, parce que sur les 439 patients que nous avons pu joindre, 55 sont quand même revenus dans les soins pendant la période. Bien sûr, avec un retard, mais ils ont pu revenir. D'accord. Et nous avons aussi depuis peu, peut-être que le docteur Keïta va renchérir, une stratégie avancée de distribution des ARV dans la communauté, qu'on appelle PODI, le point de distribution, qui justement permet aux patients de ne pas toujours passer dans les structures, bien sûr, les patients stables, mais aller dans la communauté, retirer leurs médicaments sans devoir faire la file dans les structures, sans devoir être exposés à toute autre maladie. Donc, pour les patients stables, il y a le PODI qui existe et on essaye de le mettre dans les lieux les plus reculés. C'est purement communautaire et ça faciliterait normalement l'approvisionnement en ARV des patients. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un seul PODI, mais des démarches sont déjà en cours pour l'ouverture d'autres PODI au niveau du pays, je pense. Alors, le mot PODI, vous pouvez me dire, parce que c'est le jargon dans le milieu médical, hein, qu'est-ce que c'est? J'ai dit le PODI, c'est un point de distribution. Très bien. Des ARV dans la communauté. Très bien. Voilà. Docteur Koïta, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu disponibilité des médicaments, des ARV et autres intrants. Il n'y a pas eu rupture seulement lorsque les vols commerciaux ont été interrompus à un moment donné, certes, mais est-ce que cette période de retard ou cette période de non-mouvement a entraîné un dysfonctionnement au niveau de la prise en charge?
Oui, et là, ce n'est même pas pour le VIH, mais pour beaucoup d'autres maladies. Mais comme on parle de VIH, on parle du VIH, certes. Le dysfonctionnement que nous avons connu, c'est le fait que nous n'avions pas pu assurer la charge virale à tous nos patients. Logiquement, tous les patients sous traitement antirétroviral doivent bénéficier d'au moins d'une charge virale, d'un contrôle pour voir la charge du virus dans leur corps. Tout à fait. Au moins, tous les patients qui sont sous traitement. Ça se fait une fois par combien de... Une fois par an. Okay. Pour chaque patient, dans les conditions normales. Un patient peut avoir 2 contrôles, 3 contrôles. Cette charge virale est à la portée de tout le monde, de tous les patients? Ça devrait être à la portée de tous les patients. Ça devrait être à la portée de tous les patients. Ça, c'est la logique, c'est ce que la politique dit. Mais la réalité? La réalité, c'est qu'à partir de la Covid, nous n'avons pas pu respecter cela. Parce que tout simplement, il y a eu interruption de vol. Et on ne peut pas faire venir tous les intrants de charge virale en même temps. On est obligé de séquencer la livraison pour ne pas que nous nous retrouvions avec des quantités qui périment dans nos mains ou qui périssent. Donc, en faisant un séquençage de livraison, cela nous permet de couvrir tous les patients sur l'année. Okay. Sauf que nous avions reçu une première séquence de livraison en janvier. Nous nous attendions à avoir une seconde en avril et puis voilà, il y a interruption des vols. Okay. Donc, cela a fait que nous n'avons pas pu continuer à mettre les patients, à faire assurer cette charge virale aux patients. Nous avons changé de politique. La politique était que alors de diriger la charge virale vers les patients qui seraient dans un état pas satisfaisant de traitement. Okay. C'est-à-dire qu'à ceux-là, nous leur donnons directement la charge virale pour nous assurer pourquoi le traitement n'est pas en train de réussir. Donc, nous avons ciblé des patients à qui il faut donner la charge virale, en espérant que tous les autres patients à vue d'œil se portent bien, jusqu'à ce que la voie soit complètement à notre portée. On va suivre tout à l'heure un reportage de notre consoeur, mais avant, docteur, cette charge virale se trouve à votre niveau aussi dans votre stratégie de traitement ou d'aide, de soutien aux patients de VIH? Le meilleur indicateur pour le bon traitement, c'est la charge virale. Tout à fait. Donc, nous avons plus de 13 000 patients que nous prenons en charge et nous dépendons entièrement de l'approvisionnement en intrants du programme. MSF n'a pas d'intrants pour la charge virale. Okay. Toutefois, dans des conditions normales, nous sommes autour de 1200 charges virales effectuées par mois. Mais depuis l'événement du Covid, nous sommes descendus à 400 par mois. Et comme a dit le docteur Koïta, c'est une charge virale purement ciblée. Ça veut dire que nous privilégions les femmes enceintes, okay, les enfants, les patients hospitalisés, parce que il faut rapidement réagir au cas où leur charge virale est élevée. Donc, tous les patients qui sont stables dans notre cohorte, nous sommes à plus de 60% des patients qui sont déjà sous espacement de rendez-vous. Ça veut dire qu'ils sont stables. Donc, nous focalisons seulement sur les patients qui pourraient être en échec thérapeutique, justement, et avoir des conséquences graves, comme on l'a dit, stade avancé de la maladie. Très bien. Alors, on va suivre notre élément de reportage, si c'est prêt, la régie. On va regarder ensemble avant de revenir sur le plateau. Les chiffres sont officiels et parfois sous-estimés sous l'œil impuissant des agents de santé. Ils estiment à plus de 800 le nombre de malades de VIH invisibles depuis l'apparition du coronavirus en Guinée. Ici à Dabompa, en banlieue de Conakry, le sujet est sur toutes les lèvres dans ce centre de prise en charge. C'est l'un des 8 sites de décentralisation où des personnes vivant avec le VIH défilent régulièrement. Dans ce centre, le personnel est spécialisé dans la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Depuis son ouverture, avec le lancement du projet VIH de Médecins sans frontières Belgique, ce centre de santé accueille et soulage de nombreux patients qui arrivent parfois sans aucun soutien. Cependant, le service connaît en ce moment une baisse de fréquentation des patientes séropositives. En cause,
la crainte de contracter le Covid-19 par exemple. Mariam a toujours respecté ses rendez-vous, mais avec le coronavirus, elle ne cache pas ses inquiétudes. Avec le temps du coronavirus là, c'est un peu difficile pour le déplacement, le coût de transport est un peu élevé, donc l'accès n'est pas facile pour venir au centre. Et puis on rencontre par-ci, par-là, quand tu viens au centre, tu risques de te contaminer par d'autres infections, par le coronavirus en question même. C'est ça qui nous fatigue actuellement. Sinon, les produits on gagne, et puis il y a l'entretien, il y a le bon suivi. Depuis qu'on m'a dépisté, j'ai connu mon statut. Si vraiment je dois prendre mes médicaments pour me protéger mon mari et mes bébés. Dans ce service, elles sont une cinquantaine de femmes en état de famille porteuses de VIH et toutes sous traitement à vie, basé sur la prise régulière des antirétroviraux pour rompre la progression du virus dans leur corps. Mais plusieurs d'entre elles ne respectent plus les rendez-vous de leur médecin. Et cela ne reste pas sans conséquence sur leur état de santé et même des petits bébés qu'elles attendent. Ça entraîne l'augmentation de la contamination chez les bébés, d'un. De deux, si la femme accouche à domicile, ça c'est un risque élevé de complications pour les mères PTME et pour les enfants. Donc, si les femmes accouchent avec nous, on a 3 séances de tests pour les enfants. La première, c'est la PCR qui se réalise à partir de la 6e semaine. Le second, c'est le test rapide qui s'effectue à partir de du 9e mois de naissance. Troisième maintenant, à partir du 18e mois de naissance. C'est à partir de là qu'on saura définitivement que l'enfant est sorti de notre cohorte. Après, on remet la maman à l'autre service pour la prise en charge, puisque notre cohorte, c'est les femmes enceintes et les nouveau-nés. La charge virale est l'autre aspect important de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Cet examen de biologie moléculaire consiste à évaluer l'efficacité du traitement antirétroviral. Les patients sont soumis à l'examen après la prise régulière des antirétroviraux pendant 6 mois. Un examen de routine qui est pour le moment peu accessible à cause de la pandémie du coronavirus. Par rapport au suivi biologique, nous observons actuellement que les 2 examens que nous réalisons pour évaluer l'efficacité du traitement, c'est-à-dire le CD4 et la charge virale, l'accès à ces 2 examens est vraiment réduit. Dans le temps, pour les 13 000 patients que nous sommes en train de suivre dans le projet, on parvenait à réaliser chaque mois 1200 à 1300 charges virales. Et presque tous les patients, les nouvelles initiations au traitement ARV, pouvaient bénéficier du comptage des CD4. Mais actuellement, nous ne réalisons que 300 à 400 charges virales par mois et seuls 50% des nouvelles initiations bénéficient du taux de CD4. En fait, cela s'explique par plusieurs raisons. Nous sommes un peu dépendants aussi du programme national qui a réalisé déjà la commande depuis le mois de mars. Mais jusqu'à présent, à cause de cette pandémie, de la fermeture des frontières, l'arrêt des vols commerciaux, les fournisseurs du programme national ne sont pas en mesure de livrer la commande du pays. Et de ce fait, il n'y a plus de réactifs et on ne peut pas réaliser la charge virale pour tous les patients. Et si je prends aussi le cas des CD4, actuellement, il y a beaucoup de machines PIMA qui sont en panne. Et pour les réparer, soit il n'y a pas de pièces de rechange, ou bien il n'y a pas de compétences locales. Il faut faire intervenir les experts de l'extérieur pour leur réparation. Et vu que les frontières sont fermées, on n'a plus cette possibilité aussi. De la baisse du taux de fréquentation des sites de prise en charge par les personnes sous traitement antirétroviral au manque d'intrants pour la charge virale, les activités de lutte contre le VIH prennent un coup dur suite à la pandémie du coronavirus. Dans les 9 sites appuyés par le projet de Médecins sans frontières Belgique, environ 800 malades ont abandonné leur traitement antirétroviral. Médecins sans frontières Guinée expérimente de nouvelles approches. Le calcul est bien précis. Nous avons mis cette stratégie en place, le R6M. Ça permet de donner 6 mois de traitement à un patient stable
Et comme ça l'évite de se promener, d'être en contact avec les autres. Et ce système R6M, nous avons étendu aussi aux enfants. Parce qu'avant, c'était juste pour les adultes. Mais maintenant, on accorde le R6M aux enfants à partir de 12 ans. Les femmes enceintes aussi, nous avons mis le R3M. Il y a l'autre stratégie, le PODI. En fait, le PODI, c'est un centre, un point de distribution des ARV qui est tenu dans la communauté par des personnes, soit infectées ou bien affectées par le VIH. En fait, l'avantage de ce PODI en cette période, c'est qu'il y a une proximité avec les patients. C'est que ça réduit le coût du déplacement. Aujourd'hui, 13 000 personnes séropositives bénéficient d'une prise en charge grâce à Médecins sans frontières Belgique, un partenaire de premier plan du Comité national de lutte contre le sida qui se bat pour réussir la campagne Zéro contamination du VIH de la mère à l'enfant, un des objectifs de l'ONU-SIDA, pendant que le combat reste un défi majeur pour les spécialistes de la maladie dans le pays. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur Koïta, docteur Christine. On a regardé un reportage de notre consoeur Adiatou. Quelle est votre lecture par rapport à ce reportage? Ce reportage ne touche qu'un aspect de la prise en charge globale des patients vivant avec le VIH et il est spécifiquement focalisé sur la prévention de la transmission mère et enfant. En fait, c'est un aspect très important parce que les femmes, les femmes enceintes, quand il y a une rupture dans l'approvisionnement de leur ARV, antirétroviraux, il ne s'agit pas que d'elles, il s'agit aussi de l'enfant. Donc, on parle de deux individus et non plus d'une seule personne. Donc, la prévention de la transmission mère et enfant, c'est un aspect très important parce que dans notre programme, les femmes qui commencent précocement la prise en charge au niveau de la PTME, au fait, nous arrivons seulement à une transmission de 2%. Mais celles qui arrivent tardivement pour être prises en charge, nous avons un taux de transmission de 38% dans les structures que nous appuyons. Donc ça veut dire que la transmission de la mère à l'enfant est un problème sérieux. Et avec l'absence des ARV, les conséquences sont assez dramatiques pour les enfants. J'aimerais aussi parler des autres aspects, et non pas seulement PTME, parce qu'il y a tout ce qui est psychosocial, elle a dit, les accompagnateurs psychosociaux, si je peux le dire comme ça, étaient présents, mais les gens ne venaient pas. Donc, ça veut dire que même si, comme a dit le docteur Koïta, tout était disponible, les patients ne venaient pas. Si nous comparons le premier trimestre et le trimestre Covid dans les structures que nous appuyons, nous avons eu que 728 personnes mises sous traitement, alors qu'on était au-delà de 1000 nouvelles inclusions par trimestre. Donc une baisse assez significative, presque de 300 personnes que nous n'avons pas pu mettre sous traitement. Donc, nous avons aussi eu beaucoup de retard de rendez-vous et des perdus de vue. Comme je le disais, vous avez vu, nous sommes autour de 800 perdus de vue pour ce trimestre. C'est énorme. Et malgré les efforts, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous n'avons pu joindre que 400 patients, autour de 400 patients, et il n'y a eu que 58 patients qui soient revenus. Donc, la propagation communautaire continue et malheureusement la transmission mère-enfant aussi. Continue. Et le suivi avec la charge virale et les CD4 ne se fait pas comme il se doit. Donc on ne sait pas qui a eu un succès dans son traitement, qui a eu un échec thérapeutique et nous ne pouvons pas réajuster le traitement justement pour assurer une charge virale indétectable et permettre une vie décente à nos patients. Donc, comme ça a été signalé dans le reportage, on a mis l'accent sur la charge virale, mais dans le même reportage, docteur Koïta, votre point de vue avant de demander, il y a eu quand même quelques éléments qui manquent, notamment le manque de réactifs
en cette période, et également des machines qui tombaient enceintes. D'abord, votre point de vue sur le reportage. Non, il faut préciser, nous l'avons dit au début, hein, les réactifs, il s'agit des réactifs de charge virale. Tout à fait. Il s'agit des réactifs de charge virale. La rupture est liée au fait que malheureusement, ils n'ont pas pu arriver au moment où ils devraient arriver parce que tout simplement les vols ont été interrompus. Et ça, l'interruption des vols aériens a causé d'énormes dégâts dans tous les domaines de développement de tous les pays. Donc, on n'est pas en reste de cela. La Guinée, bien entendu. Donc, ce n'est pas parce que une planification pour obtenir n'a pas été faite. Non, nous l'avions fait, ils étaient attendus. Malheureusement, l'interruption des vols n'a pas été un élément pour avertir les gens. Donc, c'est tombé brutalement de pays en pays. Donc, nous sommes restés sans avoir. Donc, il s'agit spécifiquement des réactifs pour la charge virale. Pour ce qui est de comptage de CD4, les machines qui sont en panne, il faut reconnaître que tout ce qu'on utilise s'use. Peut s'user et peut tomber en panne. C'est des machines qui travaillent quotidiennement, qui peuvent être malheureusement, qui peuvent connaître des pannes du fait de leur utilisation. Cela va de soi, sauf que malheureusement, nous n'avions pas pu, dans cet intervalle, faire venir les techniciens qu'il fallait avoir pour venir les dépanner et puis continuer leur fonctionnement normal. Mais nous pensons que tout ceci va être bientôt derrière nous. On va accélérer, docteur Christine, docteur Koïta, pour permettre aux téléspectateurs de nous joindre tout en vous posant des questions par rapport au thème du jour. Et dans le même reportage, au passage, la sage-femme ou le médecin invite les femmes porteuses du VIH d'accoucher dans les structures sanitaires pour éviter la transmission, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre mères et enfants. À présent, nous allons parler un tout petit peu de dépistage dans la communauté. Très rapidement, on n'a pas assez de temps pour permettre aux téléspectateurs, très rapidement, docteur, de nous joindre pour poser des questions. Oui, le dépistage communautaire est une activité courante que le projet mène dans des sites dans la capitale de Conakry, mais suite aux restrictions qui ont été mises en place pour éviter justement la propagation du coronavirus, nous n'avons pas pu mener cette activité pendant le deuxième trimestre. Donc depuis le mois d'avril, cette activité a été malheureusement suspendue. Donc, au cours du premier trimestre, nous avons eu plus de 400 patients que nous avons pu dépister, positifs. Mais au cours du deuxième trimestre, nous n'avons eu que 27 parce que le PODI peut, comme j'ai dit, proche de la communauté, se permet encore de faire quelques dépistages pour les patients sans être exposés. Donc, c'est une activité, malheureusement, qui tant qu'elle n'est pas menée, elle ne nous permet pas d'évoluer et de mettre les personnes vivant avec le VIH sous traitement parce qu'ils ne sont pas identifiés. Tout à fait. Et ça, c'est une des portes d'entrée, d'ailleurs, des patients, parce qu'en plus du dépistage communautaire, on fait le dépistage dans la structure. Mais dans la structure, ça veut dire que le patient est déjà malade. Ok. J'espère que le numéro est affiché au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Avant que le téléphone ne sonne, docteur Koïta, docteur Christine, les difficultés en cette période de crise sanitaire au MSF, quelles étaient les difficultés ou quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, avant de répondre à cette question, c'est le moment pour les téléspectateurs de poser des questions. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Coloma. Oui, nous vous écoutons. Votre nom? Abdel Karim. Monsieur Karim, oui. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, moi, je suis dépisté de l'hépatite B. Oui.
on m'a proposé de prendre le médicament tenofovir. Oui. Mais on m'a indiqué la pharmacie de Corentin de par là-bas pour acheter, mais je trouve le produit Zantovir. Je voudrais savoir si c'est possible d'utiliser le produit Zantovir à la place du produit tenofovir. Alors, on va aller très rapidement. Il parle d'hépatite. Je crois que vous êtes... Alors, on peut bien vous orienter, hein, mais ce n'est pas le thème du jour. Aujourd'hui, on parle de VIH-Sida, d'accord. Nous ne sommes pas avec des spécialistes de l'hépatite, des hépatites, mais plutôt avec des médecins, des différents coordonnateurs, coordinatrices de virus VIH-Sida. Allô? Merci, je vous en prie. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Allô, oui, bonsoir. Alors, nous invitons à tous ceux qui veulent contribuer à enrichir ce plateau. Éloignez-vous en posant des questions de votre poste téléviseur pour permettre aux médecins de décrypter le message que vous voulez nous faire passer. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, vous allez bien? Très bien, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est M. Diallo. Oui. Je suis à Kabelem. Oui. Ma question est ceci. Oui. Je voudrais savoir comment, sur le cadre de région naturelle, l'infection, c'est-à-dire le taux d'infection par région naturelle en Guinée. Par rapport au VIH? Effectivement, par rapport au VIH, oui. Oui. Docteur Kokoïta, vous avez compris? Oui, je n'ai pas les statistiques, mais il faut dire que c'est bien connu. La prévalence du VIH par région, c'est quasiment connu. La prévalence nationale est 1,5%. Donc après, il y a une différence entre les régions. Donc, mais quand on met toutes les prévalences ensemble dans le pays, la prévalence est à 1,5%. Mais après, vous pourrez passer au programme national de lutte contre le sida. On pourra vous donner région par région la prévalence du VIH. Je ne vais pas me tromper, mais je sais que aucune des régions n'atteint ou ne dépasse 2% de prévalence. Ça, au moins, je retiens ça. Ça varie de 0, et quelques à moins 2% pour toutes les régions. Mais je voudrais quand même assurer le premier qui a intervenu, qui demande s'il est encore en ligne pour l'hépatite, que oui, en attendant, il peut se traiter avec le tenofovir. Okay. Si son médecin lui a prescrit le tenofovir 300, il peut effectivement prendre ce traitement pour l'hépatite B. Okay. Pour l'hépatite B. Donc, c'est effectivement prescrit, le tenofovir 300 est effectivement prescrit pour l'hépatite B. Et si son médecin lui a déjà prescrit, je crois qu'il peut se soumettre à ce traitement qui peut bien marcher. Alors, docteur, je disais tout à l'heure la stratégie que vous avez mis en place pour surmonter les obstacles en cette période de crise rapidement pour d'autres appels. Oui, comme je disais, nous nous sommes alignés au plan de contingence qui a été mis en place par le programme national. Nous avons privilégié l'espacement des rendez-vous pour justement diminuer la fréquentation des patients dans les structures. Donc, à cause de la psychose, les patients ont peur de venir. Donc, nous avons encouragé les patients à être sous un espacement de rendez-vous. Très bien. On va prendre cet appel. J'ai une autre question. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Ok, moi, c'est M. Camara. Je vous appelle de Calou. Oui, M. Camara, oui. Okay. Oui, je voulais savoir quelle est la différence entre le VIH et le sida.
D'accord. Parce que je me suis discuté avec un médecin là par rapport à ça, qui a une différence entre le VIH et le sida. Donc je voulais savoir si M. Dr Koïta peut me répondre ça. Justement, il peut répondre rapidement, docteur. Le VIH, l'état sérologique, hein, et le sida, c'est l'état maladie. C'est-à-dire que tu peux avoir le virus, tout de suite ne pas être malade. C'est le statut dans lequel tu te trouves, le statut positif dans lequel tu te trouves. Mais après, le sida, c'est la phase au cours de laquelle tu vas développer la maladie. Quand tu rentres dans le développement de la maladie, tu rentres dans la phase sida. Donc voilà, ce sont 4 phases qui se rejoignent, ce sont 4 phases qui se suivent. Le premier est la contamination, donc tu peux ne pas tout de suite développer la maladie, mais tu as le virus, mais en ce moment c'est le VIH, le virus de l'immunodéficience acquise, alors que le sida c'est le syndrome. Ça veut dire qu'en ce moment tu es en train de développer un certain nombre de maladies, et c'est cette phase-là qu'on appelle la phase sida. Donc il y a effectivement cette différence qu'il faut tenir en compte. Alors pourquoi les ARV? Les ARV, c'est permettre que tu restes séropositif, parce que nous n'avions pas les moyens de terrain séronégatif, mais que tu ne développes pas la maladie, que tu ne rentres pas dans la phase sida. Tu vas rester séropositif, mais sans rentrer dans la phase sida. C'est-à-dire que tu vas vivre comme n'importe qui, et à un moment donné même, ce virus-là va rester indétectable dans ton corps, et voilà, tu ne développeras pas de maladie, on ne parlera pas de sida dans ce sens. Alors, nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais moi, j'aimerais poser une question à vous deux rapidement. Docteur, il y a eu vraiment un Covid qui a chamboulé tout. Est-ce que, avec tout ce que vous avez déployé sur le terrain pour permettre aux patients d'avoir les médicaments de proximité, est-ce qu'il y a eu taux de satisfaction tant au niveau des programmes, au niveau des Médecins sans frontières? Très rapidement, on me dit qu'on n'a plus le temps. Bon, très rapidement, on a eu une satisfaction. On ne peut pas avoir une satisfaction à 100%. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette émission. C'est que les partenaires, le gouvernement, tous ceux qui nous accompagnent, ont tout mis en place pour créer la continuité des services. Donc, il faut que les patients sachent que les services continuent. Et qu'ils doivent venir vers les services. C'est pourquoi nous sommes là, pour les encourager, pour les sensibiliser à aller vers les services, surtout ceux qui sont dans Grand Conakry. Les services existent partout. Là où ils avaient l'habitude de prendre leurs médicaments, ils peuvent aller vers ces services pour prendre leurs médicaments. Il ne faut pas. Nous avons mis des gestes barrières. Tous les prestataires ont aujourd'hui, devant tous les services, il y a le dispositif de lavage des mains, il y a les gants, les masques, tout est là pour éviter qu'il y ait une contamination. Donc, nous demandons aux patients de venir prendre leur traitement parce que les traitements existent et c'est pourquoi nous saluons cette émission. Très bien. Docteur, rapidement. Donc, comme a dit le docteur Koïta, les taux de satisfaction n'ont jamais été à 100%, mais des mécanismes sont mis en place pour pouvoir assurer la continuité des soins. Et MSF, particulièrement dans ses projets, a un stock tampon pour justement assurer la disponibilité permanente des produits des patients qui sont pris en charge dans nos structures. Très bien. La régie, est-ce que l'on peut continuer en clôture? Très bien. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec Dr Koïta, coordonnateur du PNLS, Programme national de lutte contre le sida, Dr Christine Bimacha, coordinatrice du projet MSF, Médecins sans frontières Guinée, projet VIH-Sida Conakry. Conakry, tout simplement. Ce projet est dédié à Conakry, tout simplement. Exactement. Alors, c'était tout, cher public. J'espère que vous avez été servis. On se retrouve très prochainement pour parler d'autres pathologies dans cette émission de santé qui vous parvient tous les dimanches d'ailleurs. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne et qui réalise cette émission. Et je profite pour passer un coucou à ma tata, Radiso Madame Youla, depuis Mafanko. Depuis Koléa plutôt. Merci beaucoup et à très bientôt, cher public de Dites-moi tout, docteur.